Ouais, c'est Sosomanes. Grosse dédicace à Rapulite. On a fait une très grosse interview du fond, de la forme et des propos assez virulents comme d'habitude chez Rapulite. Allez, bisous, je t'embrasse, tu m'as gonflé. Et ce qui est fou, c'est que mon père, il me donne énormément de force maintenant. Il me donne énormément de force parce que je vois dans ses yeux qu'il commence à être fier. Et c'est un truc que j'avais jamais vu auparavant. Est-ce que si demain je pète vraiment, est-ce que mes vieux démons vont se réveiller? Est-ce que des gens vont vouloir me tourner autour des couilles? Et quand je fais mon deuxième projet, je me dis, avant tout le monde, je dis je veux la crème. C'était mon choix numéro 1. Parce que j'en connais des mecs qui touchent le SMIC. Mais quand ils vont en Algérie, qui changent, ils font les milliardaires. Tu n'as pas honte? Pendant le confinement, j'avais l'impression que c'était pour eux une genre de chasse à l'homme et qu'ils avaient un peu tous les droits. Que c'était le moment pour eux qui était tant attendu de pouvoir un peu se lâcher. Le problème de la situation en banlieue, je te parle même dans la mentalité de certaines personnes. On va voir une personne qui réussit dans la zone, au lieu de prendre exemple et d'y aller avec lui, de se dire il a fait, ben ils vont lui couper les jambes. So. Ah là là, notre gars sûr, ça va? Ça va. Ah, tranquille. J'ai l'impression que vous me suivez, Marseille, Paris, de fou. 77. Les gens ils savent pas, mais qu'est-ce qu'on a fait ensemble ces derniers mois? Alors que rien n'est sorti. On a fait grave des trucs, mais rien n'est sorti, c'est un truc de fou. Tu vas faire un DVD? Ouais, gros, d'une heure et demie. On a des trucs là, t'inquiète pas. Quand tu vas encore plus péter, on va revendre les images, parce que là, on va continuer à faire des tournées. Tu vas me mettre dedans. Tu connais. Ne vends pas ça à TMZ aux États-Unis. Ouais, je pense à quelque chose. En plus, toi, t'as un bilingue, je crois, en plus. Yes. Ouais. If you want, we can talk in English together. Oh là, je sais dire que ça, là, les gars. Voilà, en tout cas, là, non, mais en tout cas, moi, j'aime bien venir à Rapulite. Parce que déjà, contrairement à d'autres médias, c'est-à-dire que nous, on a passé du temps ensemble. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans une discussion un peu plus poussée. Ouais. Il y a d'autres barrières qui se sont cassées. Grave. Voilà, donc on peut aller plus loin dans l'échange. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Justement, là, on va faire un échange assez long, je pense. Étant donné que tu as une carrière, entre guillemets, assez épaisse, que d'un point de vue musical, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue famille, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en un an. Pour te dire, la dernière fois, je regardais mon téléphone et la dernière fois que tu es venu chez nous, c'était le 13 mai 2019. Et là, en gros, un an après, tu reviens pour la sortie de cet nouvel album. Pendant le Ramadan, pareil. Exactement. Ouais, il reste quelques jours en plus, là, justement. Alors, ça va, il se passe bien, Ramadan? Ouais, ça va, il se passe bien. Ouais, c'était un peu compliqué avec le confinement. Moi, je pense que cette année, ça a été le plus beau Ramadan de ma vie. J'étais avec ma famille. Et je sais pas, j'ai eu cette sensation-là et je disais tous les soirs à ma femme, putain, j'ai l'impression de passer le meilleur Ramadan de ma vie, Malheureusement, cette dernière semaine, je monte à Paris pour le travail, mais j'ai vraiment apprécié et profité à 100% de chaque instant pendant ce mois de Ramadan. Là, on va parler des retours de l'album Rescapé. On va faire notre concept arrêt sur image. Je vais te proposer des images liées à ton univers et tu vas nous en parler. Est-ce que tu peux nous parler des retours qu'il y a eu après la sortie de cet album, sur ces 1 an? Franchement, les retours que je peux te faire sur Rescapé ne seront que positifs. Si tu écoutes bien à l'outro de Rescapé, je dis c'est mon premier album, peut-être le dernier. Parce que j'étais dans une position où je me disais que je vais sortir mon premier album pour l'histoire, parce que j'aime le rap, parce que je fais ça depuis que je suis gamin. Mais que si jamais c'était vraiment calme et qu'il n'y avait pas quelque chose d'intéressant à pouvoir développer par la suite, je pense que j'aurais arrêté, tu vois. Je sors l'album, je vends 1000 CD la première semaine. Ouais, je me rappelle. 1053 CD. C'est pas énorme, mais je sens qu'il y a la petite étincelle. Sur laquelle tu peux t'appuyer pour faire la suite, quoi. Il y a cette petite étincelle et cette petite étincelle qui est en train de me faire un peu de fumée et après viendra le brasier, frérot. Tu vois, étincelle et ensuite on mettra tout en feu. Mais voilà, que des retours positifs. Et surtout, je pense que j'ai été dans un positionnement où je me suis dit dès la sortie que si c'était peut-être mon dernier album, alors je vais le défendre à 1000%. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne me suis pas arrêté à ma première semaine et j'ai continué à balancer du contenu et j'ai continué à sortir des clips, à défendre mon projet, à continuer à faire des interviews. Et c'est pour ça que je dis souvent aux rappeurs, les gars, ne vous arrêtez pas à votre putain de première semaine. Défendez vos projets. Faut y croire. Faut y croire. Allez à la guerre avec votre projet. Vous avez trop travaillé dur dessus.
Il y a eu tellement de sacrifices sur un projet que vous ne pouvez pas vous arrêter à la première semaine. Battez-vous. Ne vous arrêtez pas sur les médias qui relayent les 60 ventes, les 50 ventes, nanani. Ça ne sert à rien, à part faire du mal à un rappeur, parce qu'on reste des humains, on a des émotions, on a des... Voilà. Quand tu es relayé et que tu te fais tabasser sur Twitter alors que toi, tu as travaillé 1 an sur un projet, tu te rends compte psychologiquement comme c'est dur? C'est dur. Mais si tu y crois, va au bout, défends-le. Et au pire des cas, tu n'auras pas de regrets. Mais justement, tu sais, ce changement de considération que je suppose que le public a pour toi maintenant, tes collègues rappeurs, l'industrie de la musique, comment est-ce que tu vis ça? Parce que c'est vrai que toi, la première fois qu'on s'est vu, même qu'on avait échangé un peu, tu disais que tu étais un peu, entre guillemets, bien sûr, Soso, je peux me permettre d'utiliser ce terme, tu te sentais un peu comme le pestiféré. Le mec, on esquive, c'est vrai. Dans les studios, oh non, pas lui, les feats, ça commençait à parler anglais, chinois, tout sauf français. Et comment est-ce que tu vois cette modification de comportement? C'est passé par les médias. C'est passé par les médias parce que pendant très longtemps, on pensait de moi que j'étais antipathique, alors que ce n'est pas le cas. Et à travers les médias, à travers mon discours et à travers ce que je proposais, autant dans la musique que dans les interviews, on a vu que j'étais cool, que j'étais sympathique et surtout que j'étais authentique. Donc automatiquement, ça a basculé dans... Je suis passé de antipathique à sympathique. D'accord. Et c'est la personne que je suis, tu vois. Bien sûr. Je suis le même, tu vois, c'est pas la caméra qui me fait me changer, tu le sais très bien. Bien sûr. En fait, ta promotion a été un outil marketing fondamental. Limite, c'était le tournant de... Ouais, je pense, moi, à la base, quand je fais les interviews comme tout le monde. Et je sais pas que ça va... C'est un truc. Je sais pas que je vais faire un disque de platine d'interview, frérot. Tu vois, j'ai des interviews, ils sont à 1 million de vues, tu vois. C'est fou. Mais ça tue parce que je me dis que maintenant que je sais que j'ai une audience, il faut faire passer le bon message. Tu sais dans quel sens aller? Je sais dans quel sens aller pour réveiller les consciences. Encore une fois, je suis pas Pascal le grand frère. J'aime pas ça. Mais si tu fais des études, je te donnerai des bons conseils. Si tu es dans le trafic, je te donnerai des bons conseils aussi. On va passer à l'autre image. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une photo devant le fameux bloc où on a charbonné pendant très longtemps, où on a fait TP, où on fait la série. Et là, on a fait un délire McDonald's. C'est mon feat avec Ornette. Exactement, DDD. DDD, striké par YouTube. Mais nous, on a vu ça, on était en immersion avec toi ce jour-là. En plus, c'était une journée de charbon, surtout pour toi et pour Ornette et pour les équipes de tournage. On a vu que le clip avait été supprimé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que même nous, ça nous a surpris, on n'a pas forcément compris. Frérot, moi, je sais pas du tout pourquoi. Au début, on s'est mangé un strike de 18 ans, je sais pas quoi. Et ensuite, ça a sauté. Et c'est ma maison de disques qui m'a appelé, ils m'ont informé. Moi, je connais pas, tu vois. Ils m'ont dit ça, je me suis énervé contre eux. J'ai dit, comment ça, nanani, nanana, faut faire quelque chose. Et ensuite, on a récupéré le clip, on a reflouté les trucs qui paraissaient. Putain, c'est la première fois que je mettais pas des... C'était la première fois que je mettais pas de la vraie drogue, frère. frère. T'as fait pire. J'ai fait 1 milliard de fois pire, frère. En plus, moi, pour le coup, même, on s'en parlait quand on était sur place à Marseille. Je trouvais que c'était plutôt intéressant, plutôt original, le fait de détourner un peu le truc. Faire du second degré. Voilà, un certain second degré. Après, je me suis dit que peut-être que c'était la cible fast-food et réseau. Et c'était trop teenager dans la cible par rapport au fast-food, qui a fait qu'ils ont décidé de... Limite, tu aurais dû réfléchir en marketing, quoi. Ouais, voilà. T'avais pas capté ça. Donc, on a flouté, on a reposté, et voilà, là, il est disponible. Voilà, et là, c'est passé, tranquille, quoi. Là, c'est passé après avoir flouté de la pâte à modeler, frère, on va comprendre. En plus, et le pire, c'est qu'on mettra les anciens, mais c'était... Ouais, c'est vraiment de la pâte à modeler, en plus. On a les images, c'était vraiment de la pâte à modeler dans le... Ouais, grave. Ça, c'est du shit lituanien, parce que... La pâte à modeler. C'est de l'argile, ça, hein? Je sais pas. Moi, je faisais de l'argile quand j'étais petit peu. Ça, c'est du carambar, ça. Michel Gapin, je me rappelle. Carambar comestible. Là, je faisais de l'argile. Non, mais après, je pense que c'est même sur Instagram, tu vois, il y a des gens qui font des dingueries. Moi, frérot, j'ai fait un truc de fou sur Instagram, certes. Mais quand je me suis fait striker par Instagram, il y en a plein d'autres qui font pire que moi. Mais tu sais très bien que t'es un chat noir, tu sais très bien que toi, on t'attend au tournant, je crois. Je crois qu'il y a un truc avec toi.
Des fois, je reçois des snaps de la BST, ils passent à fond vert, avec Sosomanes. C'est eux qui m'ont pété, moi, tu vois, la dernière fois. Avec Sosomanes à fond. Ah ouais, le capté. Ils sont fans aussi. Ça veut dire qu'ils sont dans mes réseaux. C'est ça, moi, que je me dis. Je les BST, bloque direct, moi, quand je les vois. Ouais. Ça veut dire qu'ils pissent ce que je fais. Ils pistent. La prochaine image. Bah, elle est belle, celle-là. Hein, on a trinqué à la rue Lavray, et encore une fois, c'est ce genre de profil que j'apprécie énormément et dès que je rencontre, ça match. Ça match, tu vois, on sortait d'une OP pour Reebok et on est de suite allé boire un verre. En bas, on s'est mis au comptoir avec mes gars, ces gars. C'est ça. Là, c'était pas du café qu'on buvait, je te rassure. C'est autre chose là. Lui, eux, ils boivent du pétrole, ils font serrer, c'est un truc de fou ce qu'ils boivent. On va pas dire les marques, mais. Ouais, c'est trop dangereux. Moi, je bois un petit verre de vin, tranquille. Non, mais toi, t'es dans un autre mood, toi. Ouais, je suis plus chill, cool, tu vois. L'apéro, 14h, frérot. Putain, c'est abusé. Ok, je vois. Je suppose que ça fait pas longtemps que vous vous connaissez, non. Mais j'ai l'impression que vous avez une certaine proximité. Comment est-ce que tu définirais votre relation en quelques mots? Je pense que c'est à peu près la même relation que j'ai eue avec Gizmo, tu vois. C'est où automatiquement, comme je dis, on se renifle. On le sent. Qu'on a beaucoup de points communs et de vécus communs. Donc dès qu'on va parler d'un truc, on est vite, ah ouais, tu vois, ah, ça, tu vois. On est vite branchés. Et c'est ce qui a fait que dès lors qu'on s'est rencontrés, on a très vite collaboré ensemble par la suite. Ça aurait pu ne pas matcher. Mais bon. C'est super bien passé, on a grave rigolé. Après, je l'ai invité à mon Planète Rap. Il m'a fait une exclue de fou. Après, pendant le confinement, j'avais fait un gros message de soutien sur sa sortie de son album, qui devait être le même jour que le mien, le 3 avril, où je disais qu'il ne fallait pas que le Covid, déjà que ça nous fait du mal dans le pays, que ça tue nos artistes et qu'il fallait aller le soutenir. Parce que j'aime ce genre de profil, j'aime ce genre de vécu. Et tu sens que c'est vrai, quoi. Je sens que c'est authentique, voilà, ce fameux mot, l'authenticité. C'est important ça. C'est très important. Je ne sais pas comment on arrive à la définir, mais moi je pense qu'après, c'est comme moi, c'est aussi une question de ressenti. Tu vois, quand tu écoutes, ça ne s'explique pas forcément avec des mots précis. Moi je pense que c'est certes, ça ne s'explique pas avec les mots, mais sur des phases, sur quelques phases, tu peux comprendre que le gars, c'est obligé qu'il a vécu l'instant. Comme quand tu dis, Zarma c'est ton ami, en fait, c'est un vicieux, il a touché à ça, il te l'a fait à 22. Voilà. Soso. Tu vois, tu en penses quoi du son que j'ai fait avec lui? Moi, je le trouve bon, et en fait, surtout quoi? En fait, moi, je trouve que. Moi, c'est pas forcément le son que j'ai le plus apprécié, mais je trouve que la connexion, elle est logique et qu'elle était cohérente, tu vois. Surtout en termes d'univers musicaux qui se marient. Tu vois ce que je veux dire par là? Dans mon quartier, c'est leur son préféré. C'est ça, c'est pour ça que je dis ça. C'est clairement, en fait, on dirait un duo, je sais pas comment t'expliquer. Parce que comme vous êtes un peu dans le même univers, dans les mêmes phases, un peu, quand vous racontez, mais c'est différent, c'est complémentaire. Son interprétation, elle est folle quand même. Il a un truc, même quand il rappe d'ailleurs, il rappe souvent en freestyle, parfois les yeux fermés aussi, tu vois. Donc, tu vois, c'est ça que j'aime moi. Je te montre une vidéo qui est cette fois dans un autre univers musical, clairement. Plus rien à voir. La bonne branchette. N'importe quoi. C'est ça qui est fou. Le sentiment que j'ai quand je vois cette vidéo et toutes les vidéos que je vois tous les jours, c'est que j'ai découvert une autre facette de la musique. C'est rendre les gens heureux par la musique. Et je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Et tous ces vidéos que je vois d'enfants en train de danser avec les parents, ou rigoler des mamans, etc., ben moi, ça me remplit de joie. Je ne savais pas que moi, Sosomanes, j'étais capable de rendre une grosse partie de la France heureuse en chantant mon nom. Moi, frérot, à la base, c'est pas ce que je fais et ça me remplit de joie. Bon, en tout cas, c'est vrai que ce titre-là, il me semble qu'avant que tu l'interprètes à Skyrock, à ton Planète Rap, justement, tu nous l'avais fait écouter, et tu croyais fort en ce titre-là. Tu me disais, là, celui-là, je pense qu'il peut faire quelque chose. Écoutez, les gars, nanana, quand on était à l'appart là-bas, quand on était à l'appart là-bas. Est-ce que tu savais, au fond de toi, réellement que ça allait péter comme ça? Parce que c'est vrai que tu étais confiant, je dis la vérité. Mais est-ce que tu savais vraiment qu'il allait péter comme ça? Quand je l'utilise à Miami, c'est que énormément de personnes n'y croient pas du tout. Sinon, je le garde, je suis pas fou. J'ai peur qu'on me nique l'idée. Mais je décide de le teaser à Miami pour voir ce qui allait se passer. J'étais dans le contexte, on a filmé, tu vois, avec l'adjoint, etc. On l'a balancé. Et quand je l'ai balancé en décembre, j'ai vu qu'il y avait énormément d'engouement. Énormément d'engouement sur l'extrait.
qu'il allait faire tout ce bruit, rentrer en playlist et tout, même dans des radios où c'était impossible. Franchement, non, je pensais vraiment pas. Je savais qu'il allait faire son petit bruit et tout, genre comme Pochon Vert, on va dire, tu vois. Mais là, comme ça, non, je pensais pas. Encore être dans le top 50 et tout, c'est fou. Et encore une fois, c'est même pas ça qui me surprend, c'est d'avoir reçu toutes ces vidéos. J'ai pas reçu ça, moi. Recevoir autant d'amour. Recevoir autant d'amour de toutes les communautés et de toutes les couleurs de peau et de toutes les religions différentes, en train de danser sur un son où je scande mon nom. Je sais pas, tous les jours, j'ai le sourire quand je vois ça. Rendre les gens heureux, c'est quelque chose qui m'a plu. Je te dis, je peux pas te dire que demain je serai soprano, etc. Mais j'ai compris soprano. Je me suis dit, waouh, tu te rends compte tous les gens qui rendent heureux. La positive attitude, entre guillemets. La positive attitude. On va passer à l'image suivante. Ouais. Le fameux DJ Core. Avec Core. Le fameux DJ Core à son studio, chez Awa. Ben, la connexion, elle s'est faite que nos bureaux chez RCA, chez Sony, c'est collé à Awa. Je le voyais dans les couloirs, on a un peu discuté. Et un jour, il m'a dit, ça serait bien qu'on travaille tous ensemble sur ton projet. Et c'était un peu long et compliqué parce que moi, j'ai travaillé avec l'adjoint, puis j'étais pas là. Et lui, c'était compliqué aussi. Il a fait énormément de monde à son emploi du temps. Et on décide de caler 2 jours de session studio. Et encore une fois, avec Core, avant d'aller en studio, on a discuté, tu vois, on a cassé les barrières. Genre, on était déjà dans un délire où on rigolait, où on se moquait, tout ça, etc. Tu vois, on avait déjà cassé les barrières. Donc, quand on a commencé à travailler, je me suis permis, moi, de ma petite carrière, d'essayer d'aiguiller le truc. Et ce qui m'a plu chez Core, c'est qu'il m'a dit j'aime ça. Il m'a dit tu t'arrêtes pas sur le fait que je suis DJ Core, mais tu vas me dire je veux ça, je veux ça, je veux ça. Par exemple, quand on a commencé le morceau, il m'a fait écouter des prods. J'ai écouté, j'ai essayé d'écrire, j'ai dit j'aime pas, frérot. C'est pas que j'aime pas, ça me parle pas. Par contre, je lui dis j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire de la mélancolie Deep House. Il m'a dit comment? Je lui dis ben là on commence, on chante, ensuite ça pète sur le refrain. Frérot, il est parti s'enfermer. 3 heures après, il est revenu avec Dans mes rêves. Je lui dis frérot, c'est chaud. Mais clairement, dans l'univers musical, on sent que, je dirais pas que c'est un ovni parce que tu as pris d'autres risques musicaux ou d'autres ouvertures musicales, comme on en parlait plus tard, mais c'est limite surprenant venant de toi. On ne dit pas que Soso Maness peut faire ça. En plus, tu m'en avais déjà parlé. Quand tu nous avais écouté les morceaux, tu nous as dit il y a ça, il y a ça, 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 ça. Je me suis dit, vas-y, on va voir. Parce que comme Soso, tu es un brancheur. Toi, on ne sait jamais ce que c'est vrai, ce que c'est faux, est-ce que c'est semi-vrai, semi-faux. Et quand j'ai écouté, quand on était à la part de ça, j'ai dit quoi ça reste le son quand on est sorti de la porte où je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose dans celui-là, tu vois. Et pourtant, il n'est même pas super long ou en termes de durée, mais c'est plutôt bien fait. Mais quand tu fais un titre comme ça, quand tu dis à Core, j'ai envie de partir comme ça, sachant que toi, tu as toujours été quelqu'un qui a fréquenté le monde de la nuit, qui a beaucoup voyagé, énormément. Est-ce que ça vient aussi de tes années comme ça, dans ce monde de la nuit, du club, etc. Cet attrait pour oui, c'est mes références. C'est mes références dans la musique. J'écoute beaucoup de house. De toute façon, avant que le rap devienne numéro 1, avant en boîte, tu avais 90% d'électro, tu vois. Ça n'existait pas. Bon, maintenant, on les a mis sur le côté. Force à nous. Mais le mariage qu'il y a entre les deux, il est très intéressant à faire. Et encore une fois, moi qui connais l'électro depuis très longtemps, je sais qu'il y a plusieurs mouvances dans l'électro. Il y a la house, il y a la techno, il y a la deep house. Quand je fais Soso Maness, c'est de l'électro. Quand je fais Dans mes rêves, c'est de la deep house. C'est plus chill. Tu vois ce que je veux te dire? C'est moins c'est plus planant, on va dire. C'est plus planant, c'est plus tu bois un coup, tranquille. L'après-midi, tu bois un verre. Ça peut être une cartouche, celui-là, non? Quand je dis une cartouche, c'est un titre que tu vas mettre en avant. C'est un titre que je mets en avant, que je clip. Et je prépare un clip très poétique, par contre. Esthétique? Très esthétique et très poétique. Ok, d'accord. Essayer de faire passer je la revois dans mes rêves, finalement, c'est quoi que je vois dans mes rêves? Et surtout, en plus, je pense que quand tu dis je la revois dans mes rêves, sachant qu'on n'a pas la réponse exacte, en tout cas quand on écoute le morceau, j'ai écouté de nombreuses fois, chacun peut avoir son interprétation. Chacun peut s'approprier le morceau un peu. Pas comme Soso Maness, mais d'une autre façon encore. Voilà, c'est le but c'est ce qui est intéressant dans la musique, c'est de se poser des questions. Tu vois, par exemple, des fois, moi, Luciano, des fois, il me faisait gamberger 15 minutes sur une punchline. Bon, j'ai pas la prétention, loin de là, de me rapprocher du niveau de Laura Luciano, mais
ce qui est intéressant, c'est de se poser des questions sur la musique. Je la revois dans mes rêves. Mon passé, mon vécu, la mort, une femme, l'alcool. Tu vois, il y a 1 milliard de trucs. Les addictions, la drogue, la somme, l'argent. Je la revois dans mes rêves. Et le pire, c'est que dans cette histoire-là, tu cherches jamais à préciser plus que ça. Non. En fait, tu entretiens en flou. Des suggestions. Moi, je vous propose, et après, faites la fin si vous voulez. Voilà. Prenez comme vous voulez. Exactement. Ok, d'accord. Le clip sera pareil. Hein. Ok. Il sera beaucoup dans la suggestion. En tout cas, il sort quand celui-là? Il sort le jour de sortie, ouais. Ok. 5 jours. Faut que tu se traques. Ok, d'accord. Faut que tu traques. Les mots techniques, genre. Ouais. On va passer à l'image suivante. Justement, un morceau où on sent aussi que tu t'es mis, je sais pas si c'est à jour ou coquette, c'est le morceau Fucked Up. Est-ce que tu peux nous parler de la création de ce morceau-là? Parce que clairement, en termes d'entertainment... T'aimes bien, toi? Moi, j'aime bien. Ah, moi, j'aime ouais. bien. Ah, Soso, il rappe comme ça maintenant. Ah, Soso. Non, fou. vraiment. Mais j'ai pas la gestuelle, j'ai du Ouais, mal à faire. ouais, Tu sais, t'as comme pas ça, là. bloqué, mais J'ai du mal à faire le truc avec les genoux, là. Mais tu tentes. T'inquiète pas, j'ai vu à la baraque. Il y a des tentatives, il suffit de... Voilà. Quand même, t'as tenté, tu vois? Mais Comment il s'est fait celui-là? Je l'ai fait à Miami, celui-là. C'est Voilà. bon. Je l'ai fait à Miami, tu comprends. T'étais dans quel truc? Ok, j'ai compris. J'étais à Miami en séminaire. Ouais. Et voilà, tout se prête à la réalisation de ce genre de son. Tu écoutes la radio, tu regardes les clips, les palmiers, etc. Donc automatiquement, ça te met dans une vibe un peu plus Da Baby, etc. Tu vois, la flûte. Les américaines, clairement, la flûte. Ouais. La flûte, j'en parlais hier, vraiment la flûte, c'est clairement l'élément qui fait que quoi. Ouais. Enfin, peut-être pas qui fait la diff quand même. C'est le qui donne premier côté... son que j'ai fait à Miami, dès que je suis arrivé. En fait, dès que t'arrives, t'as posé tes bagages, t'as séminaire, boum. Voilà, j'ai fait une petite séance d'écoute avec l'adjoint, une petite séance d'écoute, et j'avais cette flûte là. Mais je suis dans. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce genre de morceaux, moi je suis connu pour ce que j'aime bien dire, c'est les phrases à 40 000. C'est-à-dire une phrase waouh. Tu vois, j'en ai fait des belles dans Rescapé. Pour commencer, je lui vise la tête, que sa mère ne puisse pas l'embrasser à la mort. Celle-là, elle est crue, on s'en rappelle Celle-là, c'est la encore. punchline 2019. Elle est méchante celle-là. Mais sur ce genre de son, tu privilégies le flow. La forme en fait, la vibe. La vibe, Non, exactement. Mais c'est ce qu'ils font les Kenry, à aucun moment ils privilégient la phrase à 40 000. Et c'est une autre façon aussi de faire de la musique. Parce que là, celle-là, clairement, ce morceau-là, tu le mets, la petite lunette noire, casquette, voiture, boum, tu l'écoutes, t'es obligé de bouger la tête. Ouais, j'aurais dû le clipper quand j'étais à Miami. Clairement. En plus, tu étais avec l'adjoint et ton équipe. C'est vrai que l'adjoint, il a beaucoup composé sur ce projet. Ça fait depuis 2015 qu'on travaille ensemble. Moi, à la base, je suis un client à lui, tu vois. Je travaillais en studio, il te racontera les anecdotes. Hein. Je finissais le réseau, j'arrivais, je payais comme billet de 10. Comme billet de 10. Comme billet de 10. Moi, j'ai pas autre chose. L'histoire qu'on a, moi et l'adjoint, elle est très intéressante parce que, encore une fois, j'ai prouvé et j'ai montré que la loyauté, ça payait. Tu vois? Même si ça ne marchait pas et qu'on s'est pris des murs et qu'il y a des tonnes de gens qui allaient voir l'adjoint et qui lui disaient frérot, Soso c'est mort, oublie, Soso c'est mort, oublie, frérot. Eux, ils sont cons parce qu'ils venaient me le dire, l'adjoint. L'adjoint, c'est lui qui a cru en moi plus que n'importe qui, tu vois. Et là, finalement, on arrive à quelque chose de très intéressant. Donc, c'est important pour moi de continuer à travailler avec lui. Comme quoi, parce qu'il te connaît bien, en fait. Quand je pars à Miami et que je prends l'adjoint avec moi, je sais qu'on arrive à la fin de quelque chose d'un rescapé. Ça a été comme une sorte de mise au vert où on a décidé d'essayer de se renouveler musicalement, de se connaître un peu plus dans l'intimité, pour essayer de créer autre chose. Ouais, bien sûr, c'était important pour nous. On s'est vu qu'en studio, moi et lui. On s'est vu qu'en studio. Donc c'était important pour moi de faire ce séminaire avec l'adjoint. Et même lui, il m'a dit ça m'a fait grave du bien. Ouais, bien sûr, on le ressent dans cet album, dans la direction artistique. Oui, il est dans la réal, il est dans 60-70% des prods. Et c'est quelqu'un qui se bat beaucoup pour moi, il se bat beaucoup pour le rap marseillais en tout cas. C'est-à-dire que moi, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il me met à la hauteur. N'importe quel rappeur multiplatinum, il sera toujours à la hauteur d'un gars qui vient et qui n'est pas connu chez Skinnerwin. C'est ça qui est intéressant. C'est pas parce que tu as fait 100 millions de vues qu'il va plus te respecter que quelqu'un qui va venir enregistrer qui n'est pas connu. Il bosse de la même façon avec tout le monde. Il bosse de la même façon avec tout le monde. On va rester dans le sud alors, avec un autre artiste. Ce qui est très intéressant, c'est que moi, Alonso, tu vois, je ne le connaissais pas. Bon, après, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. Mais dans un de ses projets, là, il m'avait fait une dédicace, il m'avait fait une très belle dédicace. Il avait dit… Ah, je me rappelle. Dans le morceau La Vaillance, je crois que c'est ça, où il dédicace tout Marseille. Il dit « J'ai la classe à Sosa,
tout comme Manes Soso. Soso. Je me rappelle. Déjà, moi, tu vois, là, j'avais kiffé de fou. J'ai dit, wow, putain, ça tue qu'un mec comme ça, qui a autant de drip. C'est ça que vous dites à Paris, le drip. Nous, on le dit pas, mais ça Voilà. ça se dit, il me semble. Paris 12, Paris 12. Voilà. Ah là, t'es plutôt dans le... Non, La vas-y. hype. Bon. Ensuite, il a vu que je bougeais pas mal, que j'étais intéressant. Ben, sur une interview Rap Elite aussi, il dit, vous lui posez qu'est-ce que vous écoutez à Marseille. Il dit, j'aime beaucoup Soso Manes. Alors qu'encore une fois, je ne lui parle pas, je ne le connais pas, je l'ai, tu vois, même jamais vu. Et le jour de la sortie de mon album Rescapé, il partage mon projet. Moi, je le remercie automatiquement. Et il m'envoie une phrase importante, il m'a dit, frérot, même si ça ne marche pas, tu recommences. Et de là, j'ai dit, il a raison, même si ça ne marche pas, tu recommenceras. Et qu'un mec comme ça me dit ça avec la carrière qu'il a, moi, ça m'a touché. Après, s'en est suivi la suite, et j'ai vu qu'il relayait, qu'il me félicitait pour mes courts-métrages, etc. Donc c'était important pour moi de l'inviter dans mon second projet. Et quand on s'est vu au studio, j'ai assisté à une séance avec un professionnel, un vrai professionnel de la musique, tu vois. Et qui Alonso, c'est vrai que c'est un perfectionniste aussi, tac, Voilà. technique. C'était très intéressant, encore une fois. Clairement. Je pense que c'est comme, tu sais, un joueur de foot qui se retrouve à s'entraîner avec des joueurs qu'il a vus à la télé. Qui a vu à la télé, ok. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire que tu es spectateur et tu es acteur. C'est magnifique. Tu dis, ah, il fait comme ça, lui. Ah, en fait, Il fait comme ça et c'est intéressant. Et quand tu lui dis une punchline, il te dit waouh, tu vois, par exemple, dans la musique, je lui dis quoi? On achète du stone. J'ai dit, oh, j'ai une phrase, c'est on achète du stone, on jette la boussole. Et là, il m'a dit, frérot, tu es trop loin. En fait, Stone, ils ont un logo là. Ouais. Et le truc, c'est qu'on achète du stone, mais on l'enlève la boussole. En fait, on n'a plus besoin de montrer qu'on a l'écusson stone, la boussole, la route, qu'on est bien. Et c'est vrai que maintenant, dans les quartiers nord, les gens ils mettent plus la boussole, ils l'enlèvent. Et c'est quelqu'un que j'ai au téléphone. Quand j'ai au téléphone, on se fait des petits bocaux de 1 heure et c'est très intéressant de discuter avec ce genre de personnes, tu vois. Qui apporte clairement. Qui apporte clairement et qui a fait beaucoup pour la ville. Quand on est dans le creux de la vague, c'est lui qui va boxer à Paris. Hein. C'est lui qui va faire le Capital du crime. C'est lui qui va faire le morceau là aussi où il y a tout le monde qui rappe. Mon fils en pie, oui, torse nu, grain de café jusqu'au nombril, le code de la rue. Avec Kennedy. Ouais, voilà, avec Kennedy, Seth Gecko, tout ça. Ouais. C'est lui qui va au charbon. Il était dans la bagarre, Londo. Il est toujours en vrai. Il est toujours dans la bagarre. Il est toujours dans la bagarre. Tu sais ce que je lui dis avant de commencer la vie d'un mec, je viens de me rappeler. Je lui dis, je viens de commencer, on commence à parler. Je lui dis, frérot, on va faire un morceau ensemble. Mais j'ai compris qu'avec toi, si on fait un feat, ça sert à rien d'essayer de te faire un petit pont, parce que c'est impossible. Il est fort, Alonso. C'est impossible. Alors, je préfère te faire un centre et je te laisse mettre le ciseau. T'as pas voulu du frontal. Laisse tomber. Pourquoi faire? Parce qu'Alonso, quand il passe. Mais déjà, d'une, je suis pas dans ça. Je suis dans la connexion. Ouais. Et c'est pour ça qu'il dit, dans la musique, il dit, je mets le ciseau. Saucé, je mets le ciseau. On va passer à la prochaine image. Eh oui. La crime. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que s'est faite cette connexion? Parce que je crois savoir que tu nous avais raconté à Marseille l'histoire de ton périple. Ouais, on s'était vu à l'époque, mais genre en 2013. Je rappais, j'avais fait qu'un cheat, moi, Wesh le Clint, avec Jul. Et il était venu pour faire un feat à Fond Vert avec Jul. Et j'avais sorti que ça, il m'avait dit, c'est bien, nanani, etc. Lui, il a explosé entre-temps, tu vois. Il a explosé, carrière de fou, etc. Moi, je me développe aussi de mon côté. Et quand je fais mon deuxième projet, je me dis, avant tout le monde, je dis, je veux la crime. C'était mon choix numéro 1. C'était important pour moi qu'il pose dans mon projet. Frérot, je lui ai envoyé un DM, tout simplement. Et il m'a répondu. On a énormément d'amis en commun. Il m'a dit, tu as eu de la chance parce que tu vois, il a 2 millions d'abonnés ou je sais pas combien, qui voient. En plus, j'étais même pas certifié à l'époque. Et il m'a dit, ok. Mais tu connais, entre le ok et on fait, surtout avec des artistes connus. Il s'est passé 6 mois, 8 mois, non? Voilà, il s'est passé. Mais moi, frérot, tu connais, je reviens à la charge. Je reviens pas à la charge tous les jours parce que si je vois qu'il n'est pas OP, frérot, je reste un homme. T'es pas dans le forcing. Voilà, je reste un homme. Jamais de ma vie, je vais. Voilà.
Mais je vois qu'il est OP, mais c'est juste une question de temps. Et un jour, je suis à l'hôtel, tu vois, je suis en train de chiller, nanani, dans un hôtel à Marseille. Je suis avec ma femme, hein, je sais rien, je me balance. Et elle se rappelle, on était à l'hôtel Bompard. Et je dis, bon, je vais envoyer un message. Tu vois, ça faisait, entre le premier message et les 2-3 fois que je l'avais eu, c'était écoulé bien 2-3 mois, même 4 mois. Je dis, je lui envoie un message, je lui dis, frérot, ça en est où? Et en même temps, je lui dis que j'ai sorti ma série, tu vois. Donc, je lui envoie mon épisode 1 en avant-première. Il regarde mon épisode, il me dit, franchement, lourd et tout, nanani, frérot. Et il me dit, ben vas-y, on fait le morceau et tout. Demain. Il me dit, demain, monte. Je lui dis, ok. Et après, je suis dans le train et je lui envoie, frérot, je suis dans le train. Le lendemain. Il me dit, ah ouais, tu es dans le train, nanani, etc. Attends, nanana. Et je vois, il me dit, non, il est vraiment monté, déterminé comme ça. J'ai dit, frérot, je suis dans le train, nanani, nanana. Il me dit, ok. Je suis monté à Paris. Et en fait, quand j'étais à Paris, il m'a donné un billet de train pour aller dans un autre pays. Et quand j'étais dans cet autre pays, et dans le train pour aller dans un autre pays, il m'a renvoyé un billet de train pour aller dans un autre pays. Ça veut dire... Fait 3 pays. J'ai fait 3 pays. France plus 2 autres. Plus 2 autres. Ouais. Le truc de fou, c'est que j'ai pris le train à 9h du matin et je l'ai vu à 21h. J'ai fait 12 heures de périple. Ah ouais. Sur la route, je suis tombé dans un train. Tu sais, il y a un festival de fou là en Belgique, là. Wonderland, je sais pas quoi là. Ah, je connais pas. Vous connaissez, vous, ça, les gars? Le festival Tomorrowland. Ah ouais. Voilà. Vous connaissez, les gars. Lui, il sait que nous, c'est sûr, on connaît pas. Ah, t'es pas cool. Le 12e. Entre la hype et le Jojo. Ça, le bâtard, va. Donc voilà, on monte, je prends le train pour aller à Tomorrowland. Frérot, dans le train, ils font bordel. Qu'est-ce qui se passe dans le train? Panne de train, 5 heures. Pas de clim. Pas de clim, bloqué dans le train pendant 5 heures avec eux qui font le carnage. C'est-à-dire que c'était un périple de malade mental. Genre à l'intérieur du train, tellement c'était le carnage, les gens ils tombaient dans les pommes. Il y avait des Américains, il y avait toutes les nations du monde, ils étaient tous bourrés. Ouais. Donc le deuxième pays, c'était la Belgique. Bon, et après, j'ai traversé encore. Ouais. Et après, je suis arrivé là-bas. J'ai dit, je suis là, et de là, on s'est vu, on s'est posé, et après, on a direct brisé la glace. Et même lui, il a vu que j'étais cool. Mais tu lui as pas posé la fameuse question? Pourquoi est-ce que tu m'as fait traverser 3 pays? J'aurais pris un billet d'avion. Parce qu'il ne me connaît pas. Ouais. Il me connaît pas. Karim. Non, il me connaît pas, il sait pas. Ouais. On sait pas si t'es... Ouais, j'ai capté. Il sait pas si je suis figue ou raisin. Ouais, il était sur ses gardes. Il a raison, j'aurais fait pareil. Et je lui ai dit, à chaque fois qu'on s'est vu, j'ai toujours été seul. Après, on s'est revus plusieurs fois. Beaucoup de fois. On a été à Chevilly-la-Rue il n'y a pas longtemps. On était dans son quartier. Il m'a amené dans le PMU, dans le PMU du quartier, frérot. Je suis rentré dedans le PMU, frère. Comme tu rentres dedans, on dirait que tu rentres en 1999. Le comptoir, il est en bois, c'est un truc de fou. Et la réflexion que j'ai eue, je me suis calé comme ça au comptoir. Je le regarde, je regarde la crime, je regarde tout le bar. Je le regarde, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, frérot, comment tu as fait? Comment tu as fait pour partir de là à Snoop Dogg? Et il était mort de rire parce que je voyais devant mes yeux le parcours. La base. C'est ce genre de trajectoire que j'aime, moi. C'est vrai que quand on écoute le titre, on a l'impression que d'un point de vue musical, c'est comme si toi qui as choisi la direction artistique, tu nous as dit ça tout à l'heure, j'ai l'impression que d'un point de vue musical, tu as voulu le mettre sur un terrain de type de prod qui faisait à une certaine époque. C'est-à-dire que peut-être dans les années entre 2010 et 2013, avec une rythmique particulière, l'utilisation de synthé, on aurait dit un Luca Brasi 2, 3, enfin tu comprends ce type de son? Je suis d'accord avec cette idée, c'est fou parce qu'il y a énormément de personnes qui me disent ça, tu vois, à qui j'ai fait écouter le track. Je te cache pas, oui, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu le mettre dans une zone de confort pour essayer de faire le track le plus cohérent entre moi et lui, pour rassurer les gens qui attendent notre connexion. On passe à l'image suivante. C'est l'interlude. Ah ouais. L'interlude de ce projet, clairement, rocker, dynamique de rocker, l'utilisation de guitare électrique, il me semble. Yes. Cette direction musicale-là, elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient de ton enfance? Est-ce que tu as toujours écouté du rock? Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait, on le voit dans mes snaps. Tu vois, j'écoute Chris de Burgh, Fleetwood Mac, Supertramp,
c'est un ADN que j'ai en moi depuis vraiment enfant. Ça vient de mes grands frères et c'est la musique qu'ils écoutaient les voyous avant. Genre avant, le rap, ils disaient c'est quoi cette musique de fou, tu vois, je parle les anciens, genre, qui ont 50 piges. Et toi, t'as toujours accroché en fait, clairement. J'aime ça. Ouais. Et ça me, même si je déteste la nostalgie, ce genre de son me rend nostalgique de quand j'étais enfant. Et ce son-là, au-delà d'avoir fait un kiff, d'avoir fait un son rock, qui est très Nirvana dans sa composition, qui est très Kurt Cobain. Mais il me semble que tu avais fait aussi un son assez avec des sonorités variées, non? Il me semble sur le prochain. Le premier interlude. J'avais fait une balade et je me disais que les interludes, pour moi, ça devait être des titres, c'est vraiment des titres. Mais encore une fois, pour pas brusquer les gens qui t'écoutent, dire interlude. L'interlude, c'est ma cour de récréation. Dans l'approche, en fait. Dans l'approche. C'est ma cour de récréation. Et j'ai vu que, même quand j'ai fait mon premier concert à Marseille, que les gens avaient beaucoup aimé mon interlude de Renaud et ma reprise de Renaud. De Manu. Comme quoi. Voilà. Et là, je pense que ça va être intéressant. D'accord. Tu en penses quoi, toi? Ouais, moi j'aime bien. Justement, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que j'en parle. Moi, les sons comme interlude, dans mes rêves, tu vois, les ouvertures musicales, moi, je les ai bien appréciées. Et alors que parfois, moi, quand les artistes rap parfois partent dans des sonorités aussi, je dirais pas extrêmes, mais très différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans des albums urbains, je reste toujours sur ma faim, je suis sceptique. Et là, je trouve que c'est plutôt bien fait. Et justement, dans le propos, on va en parler tout à l'heure, dans le propos, ça reste du Sosomanes. Donc c'est pas comme si tu avais tenté une semi-douillette, douille, tu vois ce que je veux dire, c'est du Sosomanes qui se fait plaisir, quoi. Ouais, en fait, j'ai redonné au rock ses lettres de noblesse. C'est fou ce que je dis. Mais Youssoupha, il a dit dans une musique, entre guillemets, j'ai oublié la punchline, mais le rap est devenu numéro 1. Depuis que le rock n'a plus de couilles. C'est vrai, il n'y a plus de rock vraiment revendicatif. Après, pardonnez-moi les rockers. Du moins, c'est moins exposé, c'est moins médiatisé. De toute façon, j'ai pris un groupe de rock pour le faire. Ah ouais, clairement. Ouais, c'est des rockers, des bordéliques, des fous, frérot. Heineken, ils cassaient tout. Laisse tomber dans le studio. C'est des fous. Ils s'appellent les fuckers, je leur fais une grosse dédicace. Ah ouais, carrément, ça va être bonne cette anecdote. Les cheveux colorés. T'étais vraiment dans le truc. J'étais vraiment dans le truc avec eux. Et tu le vois, la gratte, que c'est des monstres. Clairement. Mais c'est vrai que si on devait faire un bilan musical de ce projet-là, pour finir sur la première partie de l'interview, on a l'impression qu'en fait, en termes de rap, de flow, tu rappes mieux. En termes de direction musicale, tes choix sont beaucoup plus calibrés, beaucoup plus pertinents, et que ça vibe beaucoup plus. Donc est-ce que cette conclusion-là, ce constat-là, tu le partages? Tu rappes mieux? Ouais, je le partage. Je pense que c'est le travail. Finalement, c'est le travail qui peut te faire progresser, que ce soit au foot ou à l'école ou dans le rap. Plus tu travailles et plus tu auras des facilités derrière le micro, que ce soit et dans l'interprétation ou dans l'écriture. Je rappe mieux, franchement, ça me fait plaisir quand tu me dis ça. Est-ce que je le ressens moi? Non, je le ressens pas. Ah, des fucked up, tu l'aurais pas fait avant. Tu vois, des balances, des fucked up, non. Des dans mes rêves, pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai l'impression qu'avant, tu étais un mec de rue qui faisait du rap. Et là, j'ai l'impression que t'es devenu un rappeur qui rappe la rue qu'il a vécue. Tu vois la nuance? C'est vrai que je me suis débridé entre rescapés. Et là, j'ai voulu... c'est important de se dire qu'on a une fanbase et de, entre guillemets, éduquer sa fanbase musicalement, si on peut. Si c'est pas vulgairement dit, tu vois. Mais... tu vois, j'ai pu le faire avec Renaud, ou même avec d'autres tracks, on va en parler tout à l'heure, mais c'est important de grandir avec eux, et d'avancer avec eux, et de proposer encore une fois, et de faire découvrir mon monde et mon univers musical. Maintenant, on va passer à un autre thème, et une autre image, d'ailleurs qui est liée au titre interlude. Qu'est-ce que tu vois sur cette image? Je vois la BAC Nord de Marseille. D'un morceau interlude, d'ailleurs tu dis... un morceau, Je suis pourri comme un membre de la BAC Nord, fuck la police, fuck les 17, fuck la douane volante, go face sur la A7. Et Je dis, je suis pourri comme un membre de la BAC Nord. Comme un membre d'un BAC Nord. Qui déboule dans ton check, c'est que tire au flashball. C'est vrai. Devant ta mère. Devant ta mère, ils t'insultent, t'es mort. Calibre à la taille, ils font les cow-boys. C'est des trucs que j'ai vraiment vu. Moi, j'ai connu la BAC Nord, les ripoux. Je les ai vus. J'ai vu leur exaction, même à moi, ils m'en ont fait. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois, c'est pas de raconter les anecdotes, etc. La perte dans les saisies ou quoi? Non, ils venaient, ils prenaient tes affaires, ils disaient dégage. C'était un truc de fou. Quelle est ta relation avec la police aujourd'hui?
Je sais pas si tu fais une différenciation entre la BST, la police Là, nationale là, municipale. si on peut parler de la BAC Nord. Je sais pas si tu fais une Tu différenciation. vois, par exemple, sur l'interlude, on va dire entre guillemets que si je fais passer un message dans ce morceau de l'interlude, ça serait sur la BAC Nord de 2010-2011, mais c'est surtout sur la police qui commet des méfaits et des trucs de dingue, frère. Des trucs de dingue, parce que c'est incroyable ce qui arrive à... Et plus on avance dans le temps, et plus j'ai l'impression qu'ils sont protégés, et c'est ça qui me rend fou, frère. Une certaine immunité, en fait, t'as Une l'impression. certaine immunité. Comme même s'il y a les vidéos, il y a les photos, il y a les témoignages, il y aura toujours des non-lieux ou des... Ouais, des non-lieux ou des peines de prison, mais en aménagement de peine. C'est fou. Et si nous, les rappeurs, on n'est pas capable à un moment donné par ce genre de message, faire sonner l'alarme, parce que dans le morceau, je fais des constats. Je n'insulte pas seulement la police. Je pourris comme un membre de la BAC Nord qui déboule dans ton check, c'est tire au flash devant ta mère et t'insulte, t'es mort. Calibre à la taille, ils font les cow-boys. Et l'OPJ te fait la couille, te fait la fouille au corps, en retard ou pas, pour le sport, la fac ou l'école. Ça veut dire qu'ils s'en battent les couilles. Mais justement, quand tu dis ça, Soso, est-ce que tu parles, c'est une question que je me posais aussi, est-ce que tu parles, justement, mais je pense que tu y as répondu, est-ce que tu parles de la police en général ou tu parles justement de ceux qui font mal leur boulot? Mais frérot, je parle de ceux qui font mal leur boulot. Heureusement qu'il reste des bons policiers en France. Heureusement. Après, quand tu sais que 70% de la police nationale vote Front National, tu te dis que les gens, ils ont quand même des idées. Et rien de mieux que d'avoir un badge et un calibre pour exercer ses pulsions d'extrême droite sur des gens sans en être embêté. C'est une honte. Mais justement, j'ai une question par rapport à ça. Avec le confinement, est-ce que toi, tu as senti, en étant un observateur assidu du quartier, du tien, je pense, principalement, mais aussi des autres quartiers qui peuvent t'entourer, est-ce que tu as senti une augmentation des violences policières? Pendant le confinement, j'avais l'impression que c'était pour eux une genre de chasse à l'homme et qu'ils avaient un peu tous les droits. Que c'était le moment pour eux qui était tant attendu de pouvoir un peu se lâcher. Encore une fois, je précise, sur une certaine, je ne peux pas dire minorité parce que ce n'est pas une minorité, mais sur une certaine partie de la police qui fait que je ne pense pas qu'ils se sont engagés pour la patrie. Je pense que leur délire, c'est de casser des têtes et d'assouvir ses pulsions, tu vois. Frapper des Noirs, frapper des Arabes. Tu vois, ils ont frappé un Afghan, là. Les CRS, ils l'ont laissé à 3 km. Ils ont frappé un petit de 16 ans, là, à Marseille. J'ai clippé, moi, avant-hier à Paris, là. J'ai clippé dans le 91. Frérot, les condés de partout. C'est pire qu'à... Enfin, pire. Ouais, c'est pire. Pour moi, c'est pire. À Marseille, il y a un clip. Les condés, ils ont l'intelligence de se dire, bon, le clip, il va finir dans 1 heure. Tout le monde va rentrer chez soi. Ils vont pas jouer le jeu du duel. Qu'est-ce que tu vas mettre ton casque et rentrer dans un quartier? Tu sais que le clip, il finit dans 1 heure. Ne joue pas le jeu des adolescents de 16 ans. 17 ans, tu sais très bien qu'ils vont te caillasser. Au bout d'un moment, il n'y a pas que la répression. Il n'y a pas que le rapport de force. Il n'y a pas que la répression. Il y a aussi l'intelligence dans l'action. Laisse, dans 1 heure, ça va se terminer. Il y a énormément de cons qui ont des idées arrêtées et qui sont dans la police nationale et qui font ce métier parce qu'il est alimentaire et non pas par vocation. Si ce n'est une vocation de méchanceté, tu vois. Et c'est dangereux quand tu fais un métier parce qu'il est alimentaire. Les matons, pourquoi ils sont mauvais dans leur travail? Parce que c'est un métier alimentaire. Frustration? Non, pas frustration. Ils font ce métier-là pour payer les loyers et remplir le frigo et manger. Tu as déjà entendu, toi, un bébé dire je vais être surveillant de prison? Tu es obligé de faire mal ton travail. Un bébé, peut-être pas. Non, même petit, 2 ans. Tu vois? C'est tout. Moi, le métier que j'aurais voulu faire, je comprends ce que tu veux dire. à part, moi, j'aurais aimé être pompier, par exemple, tu vois? Tu vois, par exemple, pompier, tu te dis tous les jours, tu rentres chez toi, tu te dis, waouh, demain, tu habites dans une tour au 14e étage, il y a le feu. Ils vont la chercher, ta mère, ces gens-là. Le feu ou pas, ils risquent de mourir. Ils vont la chercher, ta mère. Une espèce de trou du cul, tu caillasses les pompiers, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? J'ai énormément de respect pour les pompiers. Moi, c'est un truc de fou. En fait, ils te sauvent jusqu'au dernier moment. Et qu'importe ta classe sociale, qu'importe ta couleur de peau, tu es en train de mourir, ils te soignent. Frérot, il y a d'autres pays, si tu n'as pas la green card ou je sais pas quoi, frérot, tu meurs. Hein. Rien à foutre. C'est pas la même chose.
C'est clairement pas Pas la la même même chose. chose. Mais justement, en parlant des différentes institutions, etc., tu nous as dit que tu avais fait l'armée, toi, en plus, à l'époque. Frérot, j'ai fait 1 mois. Fait l'armée, traversé, t'as fait acte de présence. Alors je vais t'expliquer. Mon frère, C'était marrant, ça. mon frère, il venait de prendre 7 ans de prison. Ouais. Moi, j'avais 20 ans. Mon père, il était fatigué. Je faisais énormément de codes. Je faisais vraiment, là, j'étais vraiment dans la même trajectoire que mon grand frère, le Raïs. Et j'ai dit, bon, vas-y, je vais m'engager à l'armée. En même temps, t'en rigoles, c'est très bien. En même temps, t'en Pour rigoles. faire plaisir à mon père. Voilà, Et je me suis engagé avec mon pote Adèle, avec qui j'ai fait TP pendant. qu'on a vu, que tu as vu. aussi, quand on est descendu. Et on a fait carnage. Jusqu'à c'était maintenant, trop, il y les a gars. des punitions à nos noms, frère. Ouais. Les punitions à votre nom, c'est Ouais. vrai aussi, il faut rappeler ce Ouais, truc-là. des C'est punitions à resté. nos noms. C'était pas que j'aimais pas finalement, hein, je m'en foutais moi. Mais on était dissipés. On était tout le temps dissipés, tout le temps dissipés. Frérot, j'ai pas eu une permission moi. J'étais puni tous les week-ends. On les a marqués, frérot, laisse tomber. Mais t'avais On leur quel âge vendait du shit après, on était fous. Après, je suis habité aux États-Unis C'était après New York, ok, c'est juste après New York. avec toujours la même femme. Hein. C'est elle aussi qui m'a poussé à aller à l'armée. Après, j'étais à New York avec, j'étais un bordélique. Quelle anecdote j'ai racontée ici. T'as cadré quand même, t'as cadré. Ah là, c'est dès que je me suis remis avec elle que ma carrière elle a changé. Dès que je me suis remarié. Ça m'a tellement fait du mal que je l'ai encore là. Ouais, Encore le quai là, en train de disparaître dans le quai. ouais. Et tu as vu, comme quand tu te prends un KO, mais tu te prends un KO à New KO York, tu as debout. vu. Tout est speed, mais tout est lent, tout est Éteint, ralenti. éteint. Tu as la pâteuse. Putain, frérot. Ah, j'ai oublié de mettre mon alliance. Merde. Putain, excuse-moi. Ça, toi aussi, quand même. Ouais, putain. Mais c'est vrai qu'il me semble, je sais pas si tu veux forcément en parler, non, il me semble au début du confinement, tu avais posté un message où tu disais que tes parents avaient été Ouais. atteints du. Ouais, mon père du et ma Covid. mère 3 jours après. D'accord. Mais au tout début, où on ne savait pas ce que c'était, ça faisait énormément peur. Mm. Genre, il y avait eu très peu de cas en France. Mm. Ça m'avait fait énormément de mal. J'avais eu l'impression de ne pas encore. J'avais l'impression de ne pas avoir pu prouver quelque chose à mon père, tu vois. Mm. J'avais envie j'avais envie De rendre qu'il fier. voie, ouais. Mm. Tu vois. Mm. Ça me faisait. Et après, ma mère, 3 jours après, c'était trop dur, frérot. C'était très très dur, mais Et ça va, ils vont mieux. ils vont mieux, ils sont soignés. Ouais. Docteur Raoult, frérot, professeur Raoult en bas. C'est votre gars sûr, lui. C'est Hein. notre gars sûr, Votre gars frérot. sûr, hein. On le voyait un peu en bizarre au début, j'ai l'impression. Non, mais je parce sais que pas. ça, c'est les. C'est le Paris, c'est ça C'est tu veux dire les élitistes parisiens. Jamais allé dire ça. Non, mais parce que c'est une réalité. Ouais. On a de la chance d'avoir un infectiologue de renommée mondiale dans le monde. Et qu'est-ce qu'on fait dans notre pays? Ben, on va dire que non, nanani, nanana. On va chipoter encore une fois, c'est très parisien. Comment tu peux m'expliquer qu'à Marseille, le taux de mort, il est de 0,6%? Frérot, moi, mon père et ma mère, il leur a fait signer une décharge, il les a soignés. Tu vois, à partir de là, Une décharge, c'est-à-dire c'est-à-dire il te fait signer une décharge pour prendre la chloroquine. Mon père, il voulait pas la prendre. Ah, il était On pas l'a encore là-dedans. supplié. Pourquoi il disait, ils veulent faire des essais sur moi. Ils ont je dit sais à la pas quoi. télé que c'était. Voilà, ils veulent faire des essais sur Ouais. moi. Ouais. Non, maintenant ils sont négatifs, je suis content. C'est bien là. Du temps, je veux juste de temps. C'est pour ça que je te dis que je suis en train de passer le meilleur ramadan de ma vie. Parce que je profite, frérot. Et justement, par rapport à ton père, dans le titre tout pour la FM, tu disais dans les yeux, en gros, que tu as promis de ne plus être récidiviste. Est-ce que c'est par rapport à lui et à sa présence aussi que tu as voulu stopper tes activités illicites? Ouais, je pense. Mon père, c'est un commerçant, tu vois. Il n'a pas eu une vie facile. Et moi, je suis le dernier. Vous êtes Je suis pas combien le dernier. J'ai mon petit frère, mais je fais partie des derniers. Vous êtes combien dans votre famille? On est 12. Ok. T'as les sœurs aussi, non? Ouais, 6 sœurs. Ouais, c'est bien ce que je disais. Et ce qui est fou, c'est que mon père, il me donne énormément de force maintenant. Il me donne énormément de force parce que je vois dans ses yeux qu'il commence à être fier. Et c'est un truc que j'avais jamais vu auparavant. Dans ses yeux. Il est très âgé, il a 83 ans. Mais il est solide. Et j'ai envie de temps, j'avais encore plus de temps. Et je l'ai gaspillé le temps. Je l'ai gaspillé pour des futilités. J'ai eu des paires de substitutions, tu vois. La rue, te propose des paires de substitutions qui s'en battent les couilles de toi, en fait. J'ai des amis qui m'aiment, mais personne ne m'aimera autant que mon père ou ma mère. Et quand ils me donnaient des conseils, j'aurais dû les écouter. J'aurais dû vraiment les écouter. Mais encore une fois, c'est compliqué. Justement, on va en Je parler. donne les conseils à mon petit frère. Mon petit frère, il vient de sortir de prison. Ouais. Il a 21 ans. Ça y est, sorti, mais t'es pas rentré Ouais. récemment là? Enfin, récemment. Sorti en caution. Un petit moment. Ah, ok, d'accord. Sorti en caution comme dans le Texas, Ah, frère. t'es arrivé. Ouais, ok. C'est mon neveu, mais c'est mon petit frère. Et on va continuer sur la famille.
c'est vrai qu'il me semble que quelques jours après ou quelques semaines après qu'on soit remonté sur Paris, après le clip des Dédés, je crois que tu as appris que tu allais avoir, que tu allais être de nouveau papa. Ouais, le garçon. Ouais, c'est ça, d'un petit garçon. Ah. Je veux dire, quelle était ta réaction? Bon, je l'ai compris. Alors je t'explique. C'était quoi la réaction? C'était que je suis rentré chez moi, il y avait un petit sac. Ouais. Un petit sac de sachet, tu vois, de l'OM. Ouais. Je me suis dit, je sais pas ce que c'est Nanani. Et dedans, j'ai fait les 2 chaussons de l'Olympique de Marseille. Ouais. J'ai dit à ma femme, c'est quoi ça? Ouais. Elle m'a dit, c'est ton fils. Ah, j'ai couru dans toute la maison, j'ai tout cassé. J'étais trop heureux. Ma fille, elle se disait, qu'est-ce qu'il a lui? Et voilà, après ça, je bouge plus. Mais je suis heureux. Mais c'est vrai que sans vouloir rentrer dans ton rapport à la foi, qui est quelque chose d'assez personnel, j'ai l'impression qu'en fait, comme tu es conscient parfois, à t'écouter, hein, comme tu es conscient parfois d'avoir fait certaines mauvaises choses, on aurait dit que tu es un peu. Tu n'envisages pas l'avenir avec une certaine sérénité. C'est-à-dire que tu as l'impression que, je sais pas si c'est la vie ou le mektoub va te faire payer certaines choses. Si je me permets de te poser cette question-là assez personnelle, c'est parce que j'ai pris 2 phases qui ne sont pas dans les mêmes morceaux. Et à un moment, tu dis, j'ai su que Dieu m'aimait et ne m'avait pas lâché le jour où j'ai pris dans mes bras ma fille et qu'elle m'a souri. Et dans le morceau Pimpon, tu dis, j'ai tellement peur d'enterrer ma mère que le soir, je gamberge à partir avant elle. T'es même étonné de pouvoir donner la vie, t'as peur de perdre ta mère, un proche qui a perdu sa vie. C'est encore une fois, toi-même, tu prenais des risques. C'est encore un cheminement entre la vie et la mort. Tu sais, surtout pour la FM, je dis, j'ai perdu un frère que je connais pas. Que je connais pas, je porte son nom et je comprends pourquoi mon père ne sourit pas. C'est encore un cheminement qui me fait réaliser que la mort, on n'attend pas que tu sois un homme bien, et attends la mort. Mais est-ce que toi, t'attends pas, enfin, quand je dis que t'attends pas, est-ce que tu guettes pas plutôt que t'attendes le négatif qui peut arriver? Est-ce que là, t'es en train de te dire, ah, je vis ma meilleure vie? Non, il y a une couille, il y a quelque chose qui va se passer. Ouais, je suis préparé à toute éventualité, déjà, entre guillemets. de une, mais c'est des discussions que j'ai de plus en plus avec ma femme. Est-ce que si demain je pète vraiment, est-ce que mes vieux démons vont se réveiller? Est-ce que des gens vont vouloir me tourner autour des couilles? Est-ce que je devrais avoir l'intelligence de me dire ok, je vais changer de pays pour éviter de faire une dinguerie et rendre triste mes parents? C'est tous ces facteurs après qui entrent en jeu. Je te parle pas de valider, hein. Je te parle d'une réalité. C'est ça, parce que clairement, j'ai l'impression, mais en fait, tu dis avec subtilité. Si tu écoutes bien le prochain. Voilà, c'est ça, parce que j'écoute. Tu vois, en fait, tu le dis pas clairement. Je dis pas clairement. Tu le dis très peu, mais on sent que tu cogites. Toi, le soir, ça doit être marrant. Enfin, marrant. Ça doit pas être marrant, mais il doit y avoir beaucoup de remises en question, de bon, c'est comment, tu vois. Ouais, je réfléchis souvent à est-ce que j'ai été loyal? Ou est-ce que j'ai pas blessé des gens? Est-ce que j'ai fait du mal? C'est des questions que je me pose beaucoup, mais c'est fou parce qu'elles me sont venues tard. Elles me sont devenues. C'est des questions que j'ai commencé à me poser là. Parce que c'est fou, Soso, parce que toi, on aurait dit, si je te suis bien par rapport à ta vie et ce que tu as pu faire, tu es entre le stress, bien sûr là, je vais faire de la surenchère, je vais abuser dans mes propos. Tu es entre le stress du donnage de go et entre la spiritualité, qu'est-ce qui peut m'arriver, tu vois, genre, des choses qui sont beaucoup moins palpables, mais qui peuvent te tomber dessus comme ça. Tu comprends ce que je veux dire par là? Entre les deux? Ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. Encore une fois, tu vois, moi, toutes les équipes m'aiment de fou. Parce que, encore une fois, j'ai été loyal, j'ai été vrai. Et elle est là, ma force. Elle est là, ma force. C'est que tout le monde tout le monde m'aime bien. Tu vois, je suis Soso, on m'aime bien. Où tu vas n'importe où, à Marseille, on te dira, on l'aime bien. Il est cool, je suis gentil, j'ai jamais été un hagar, j'ai jamais volé, j'ai jamais balancé des gains. J'ai toujours été un homme, je suis toujours rentré en prison, j'ai toujours fait ma peine. Tu vois, j'ai jamais pleuré. J'avais de l'argent, j'en ai donné, j'en avais plus, j'ai jamais demandé. Je suis allé travailler. J'avais froid, je guettais. Des fois, je montais dans les ascensions, j'avais plus 1 euro, je retournais au guettage. Petite anecdote d'ailleurs, dans le titre balance, t'as une phase comme ça. C'est pas une phase à 40 000, mais elle est marrante quand tu dis. Il paraît que en gros, devant la JLD, t'as lâché ton meilleur freestyle. Tu sais là. T'as parlé avec fluidité, il paraît que t'as lâché ton meilleur freestyle, c'est ça, un truc comme ça? Ouais. Et elle est pas mal celle-là. Elle est pas dans la phase à 40 000, mais elle est pas mal. Elle est imagée. Ouais, elle est imagée. Ben oui. Comme 6ix9ine, à ce qui paraît, le candidat lui a mis une gifle pour qu'il parle et une autre pour qu'il arrête.
Ça, c'est une vanne de Marseille, ça. Non, ça, c'est des blagues de Marseille. Ça, c'est vraiment des trucs de chez où, ça. La tête. Elle est pas mal, on la note, celle-là. Ils sont fous, les fans de Sixteen. La fille de ma mère, ils sont fous. Ils viennent, ils t'agressent, frère, sur les réseaux sociaux. Faut pas trop parler, hein. Ah, ils sont là. Ils sont présents. Pourquoi vous me parlez, moi, C'est que leur je m'en fous, champion. moi. Ils défendent un mec qui casse les couilles à tout le monde. C'est-à-dire, nous, on peut pas parler de lui. Je crois, c'est ça. C'est des ouf. Là, qu'est-ce que tu vois, là, Soso? Là, je vois le début de mon clip Mistral. C'est une chorale. Et c'est la chorale, la musique des enfants des quartiers nord. Exactement, c'est une musique qui a été écrite par un artiste de l'époque, Daniel Baum. que tu as rencontré, enfin avec qui tu as parlé, il me semble, avec qui tu as J'ai parlé au téléphone. je le rencontre bientôt. Voilà, avec qui Ah, t'as c'est parlé pas au vous qui téléphone. faites la rencontre. Justement, tu nous avais parlé de ça. Ah, la petite pique. Ah, la petite pique. Surtout, il a réussi à la placer. C'est fort Karim, ça. Et donc. Je reviens plus fort. Vous avez des dossiers, vous, frère. T'inquiète pas. À droite, c'est à droite là. Ouais, t'inquiète pas. C'est les frère. Alors là, c'est pas sûr. Attention, ils refont tout. On voit le micro, Soso? Le micro, il est sur toi. Non, mais fallait continuer l'interview. Vas-y, toi là, vas-y, Soso. Soso, on est liés, mon gars. On va parler de points après, t'inquiète, c'est pas grave. C'est vrai que. Pourquoi t'as. Je me suis mis dans un bourbier avec vous, vous m'avez fait comme les voyous. De ouf. T'inquiète, nanani, Voilà, nanana, on te laisse vous parler. m'avez mordu. Voilà. Tiens, un peu, t'inquiète. Et voilà. On a un truc au cas où. On sait jamais comment ça fait évoluer une carrière. Maintenant, on peut couler demain, on va être juste. On saura vers qui va aller. Merde. T'inquiète. Discovery, tout ça. Non, on sait déjà, t'inquiète. On sait, Soso, vers qui on va se tourner. Pourquoi t'as voulu utiliser cette intro de. Mais je trouvais que déjà, c'était une chanson que je chantais au centre social quand j'étais petit. Et je trouvais l'image forte. Nous sommes les enfants des quartiers nord et à pied ça fait loin jusqu'au Vieux-Port. Je trouvais l'image très intéressante. Le Vieux-Port, ce fameux spot magnifique à Marseille, où on est passé en voiture une fois tous les trois. Je vous ai déposé, vous avez eu l'hôtel vers là-bas, c'est Ouais, ça? c'est ça en plus. Ouais. Ça va en plus. Non, c'est vrai. Bonne zone, le Vieux-Port. Et ensuite, j'ai appris, quand j'ai eu Daniel Baum au téléphone, qui a composé cette musique, qui l'a écrit, toute l'histoire de cette chanson. Il l'a écrit en 1982 dans un collège des quartiers nord de Marseille. Je l'ai écouté entière. La musique est déjà très revendicative et sonnait déjà l'alerte il y a 40 ans en arrière sur la précarité des quartiers nord. Et il était surpris que 40 ans après, un jeune des quartiers nord puisse reprendre sa musique et en faire un titre. Et il était tellement fier. C'est un papy, il a 75 ans, il me dit « Tu as vu, c'est la magie de la musique ça ce soir. » Comme quoi? C'est la magie de la musique. Clairement. Mais tu dis d'ailleurs dans ce morceau que tu vas pas pleurer sur la précarité, en gros, là je reprends les mots, et tu vas montrer au monde que tu es capable, qu'on est capable. Est-ce que parfois tu as l'impression que dans les quartiers, face aux mêmes difficultés… Et après je dis, très important, décider à inciter l'unité comme les trois grands frères du Intouchable. Mais justement, c'est vrai que tu les as connus jeunes, tu nous avais parlé dans la précédente interview. C'est toujours cette phrase, décider à inciter l'unité. Je trouve que c'est une valeur que nous avons perdue. Mais je demande une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses parfois que dans les quartiers, certaines personnes, face aux difficultés, s'enlisent, parfois cèdent à la facilité, au raccourci, plutôt que de passer par la formation, par les diplômes, c'est ça, etc. C'est exactement ça, mais je suis passé par là. Bah oui, c'est pour ça que tu dis ça. C'est tellement plus simple de s'apitoyer sur son sort. C'est tellement plus facile de baisser les bras. Alors que tu es peut-être qu'à ça de réaliser de grandes choses dans ta vie. Donc en soi, à un moment donné… Les quartiers te conditionnent à ce que tu sois comme ça. Il y a tout sur place. Il y a la drogue. Fumer, frérot, ça t'anesthésie le cerveau, on le sait. Tout est à disposition pour que tu ne bouges pas de l'endroit où tu as grandi. Et le temps, il passe, frérot. J'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai un peu plus. Et j'ai l'impression que c'était il y a 6 mois que j'avais 20 ans. Ça veut dire que dans pas longtemps, je vais être âgé, tu vois. Vu à l'allure où le temps passe. Donc, il vaut mieux se dire qu'on peut réaliser de grandes choses et avoir faim et se battre et être déterminé et essayer.
que de s'apitoyer sur son sort. Donc selon toi aussi, il y a un élément qui est très important, c'est la volonté propre à chacun, la volonté humaine. Frérot, moi quand je fais ma série, je crois que quand je mets tous mes potes qu'il y a dedans, qui ne sont pas des acteurs, qui ont tous fait de la prison, tu crois que ça me fait pas plaisir à moi? Je crois que je suis pas le plus heureux du monde si demain il y en a un de eux qui va au cinéma, genre mon acteur principal, Malik. Je peux prendre des acteurs, je suis chez Sony, je peux les prendre, je les paye. Mais j'ai pas besoin de le faire. Je sais qu'on est capable. J'ai jamais fait une heure de théâtre, mes potes aussi. J'ai jamais écrit un scénario. Et on l'a fait. Et on a fait des millions de vues. Tu vois? Mon pote, il me rend fou, il prend des cours de théâtre et tout. Et on a charbonné ensemble, il était en prison en Allemagne, il était en prison en France. Tous, hein. Tu te rends compte, je lui donnais le goût à quelque chose. Il me l'a dit là pendant le ramadan. Il m'a dit, j'ai trop envie, j'aime trop. C'est quand qu'on tourne le 3? Il y avait Kerry James qui faisait sa pièce de théâtre à un moment donné et qui se demandait est-ce que l'État est-il seul responsable de la situation en banlieue? Toi, si on t'écoute, c'est une question vaste, hein, je sais qu'on ne va pas y répondre maintenant, mais en gros, c'est une question qui est assez pertinente dans le sens où elle se pose et si on t'écoute, tu as l'impression que, bah non, finalement. Je pense que nous-mêmes, nous sommes le problème de la situation en banlieue. Je te parle même dans la mentalité de certaines personnes où on va voir une personne qui réussit dans la zone. Mais au lieu de prendre exemple et d'y aller avec lui, tu veux dire, il a fait, ben, ils vont lui couper les jambes, frérot. Par cette mentalité de quartier. Par cette façon de passer qui est très petite. De se dire, ouais, mais il nous aide pas, et nanani, et nanana, mais le gars, il a travaillé, il a charbonné, ça a été dur pour lui, il est en train de monter. Laissez-le. Et dès qu'il sera en haut, il vous fera du bien. Le gars, il a un petit peu de lumière. Déjà, vous allez lui dire nanani, nanana, vous le tuez. Parce qu'on reste des artistes. Le soir, on réfléchit. On se dit. Et moi, je m'en bats les couilles, moi, frérot. Moi, je sais ce que j'ai traversé. Mais il y a d'autres artistes à qui ça fait énormément de mal. Et je suis sûr qu'il y a des rappeurs qui devaient tout niquer et que c'est leur quartier qui les a tués. J'en suis sûr à 1000%. Mais d'ailleurs, on est nous-mêmes, des fois, les problèmes de. Le poison entre guillemets. Aux États-Unis, Jay-Z, il est vu comment, frère? Comme une réussite. Comme une réussite, self-made, et voilà, il a porté sa communauté à mort. C'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je vois. Par exemple, DJ Snake. Frérot, je parle avec DJ Snake, maintenant, c'est la classe ou pas sur Instagram? Comme quoi? Ben, c'est comme ça, tu vois. Il me dit pas, qu'est-ce qu'il a avec son yacht? Ma maman, il est algérien, je sais pas quoi. Et, frérot, tu es fou, je suis fier de fou. Et de tous ceux qui réussissent. Alonso, l'Algérino, Soprano. Mais même des petits de la zone que j'écoute pas, qui ont 19 ans, 20 ans. Mais tu sais que j'ai envie de gifler, qui disent n'importe quoi dans la musique, que j'écoute pas. Au fond de moi, je suis content pour eux, frérot. Au fond de moi, je rigole quand je les vois. Je suis content pour eux. Je dis, tu as vu, quand même, ils vont aider leur mère, ils vont faire de grandes choses. Mais justement, toi, par rapport à ça, tu avais le projet de créer une bibliothèque dans les quartiers nord de Marseille. Donc selon toi, c'est un peu l'éducation et l'ouverture sur le monde qui permettra qui sont des éléments qui permettent pour les quartiers populaires d'envisager un avenir meilleur. Ouais, moi, c'est ce qui m'a fait me cultiver. Clairement. Ouais, de fou. Je pense que la bibliothèque, ça va être... Ouais, dans 5 ans, si je peux être bien, il y a bien des showcases. Là, on la monte, là. Ouais, on l'a fait. Et pour l'instant, je pense que je vais commencer, tu sais par quoi? Hier soir, j'ai pensé à ça. C'est prendre un camion, genre un gros camion, et dedans mettre des tonnes de livres, et en été, faire le tour des quartiers, et les après-midi, les distribuer aux enfants, avec des gens, ils lisent, McNair, etc. il faisait ça, la rentrée des classes. McNair, il faisait une initiative un peu semblable. Les rentrées des classes. Moi, il faut que j'arrive à avoir une interview, il faut que je parle avec Mokhtaïr. On organise la rencontre si tu veux. Je pense que ça peut être très intéressant et très bénéfique pour moi. Et c'est vrai que vous avez un peu je dirais peut-être pas le même profil, mais vous avez la même gamberge un peu sur beaucoup de choses. Clairement. La vision du quartier, la vision du rap, la vision de la vie, le fait d'avoir fait des choses aussi à côté et de maintenant être dans la musique aussi. Non, clairement. Ça se fait, je pense. Ça va être comme avec Dahuzi, je pense. Ça va être cohérent. On va passer, pour finir, à un titre fort de ce projet-là. C'est le titre Bilal. Est-ce que tu peux nous en parler de ce titre-là? Comment est-ce qu'il a été écrit? T'as bien aimé, toi? Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, bah, l'histoire, elle est touchante et je trouve que c'est bien écrit en fait. C'est vrai, c'est touchant. Je trouve que c'est touchant, je trouve que c'est bien écrit. Je regarde un reportage à la télé et le reportage, frérot, j'étais pas vraiment. Je savais qu'il se passait ça et tout, etc. dans le monde, en Afrique.
je n'étais pas vraiment concerné, ça me passait au-dessus, tu vois. Et je tombais sur ce reportage, et frérot, à la fin du reportage, je suis pas bien, frérot. La tête de ma mère, je suis pas bien. Je suis pas bien, frérot. Je me dis, c'est pas possible, c'est maman. Des mamans, j'ai quoi? J'entendais mon fils de 3 ans en train de crier dans l'eau. Après, j'ai plus entendu plus rien, il s'est noyé. Et je me disais, c'est quoi qui fait que... Pourquoi ils veulent à tout prix avoir leur vieux port à eux, finalement? On en revient à ça. Nous sommes les enfants des quartiers nord, et après, ça fait loin jusqu'au vieux port, mais eux, c'est encore plus loin que les quartiers nord. C'est-à-dire que même nous, déjà, on se plaint, alors imagine-toi eux. Et quand je finis le reportage, frérot, je suis obligé d'écrire. J'écris parce que j'évacue. J'évacue, j'ai besoin de le faire. Et encore une fois, avec l'audience qui m'est permis d'avoir, je peux, entre guillemets, éduquer. Parce que, comme j'ai déjà dit dans d'autres trucs, je me répète, mais c'est important. Parce qu'on arrive à un stade où même nous, Renoir, Rebeu, des fois, on peut avoir des réflexions racistes sur ces gens-là. À se dire, c'est un clando, c'est un clandestin, c'est un clando. Ça veut dire que même nous, on se retrouve à être les mêmes tyrans que nos parents ont connus. Par le fait que nous sommes nés en France et notre petit pouvoir d'achat de mes couilles. Parce que j'en connais des mecs qui touchent le SMIC. Et quand ils touchent le SMIC, ils galèrent. Mais quand tu vas en Algérie, qui changent, ils font les milliardaires. Tu n'as pas honte? Tu vas aller te gonfler devant tes cousins? Alors que tu es en France, tu galères, tu grattes les allocations? Eh ouais, frérot. Je pense que c'est très humain, ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et encore une fois, si je peux faire passer mon message, je le ferai. Il me semble que justement tu l'as écrit à Marseille après avoir eu ce reportage-là, mais que tu l'as posé, je l'ai posé à Miami. Ouais. Je l'ai posé une matinée, enfin en sortant de club. Ouais, c'est ça. En fait, je sors de boîte, je suis pas bien, je suis fatigué et tout, le lendemain matin. Et bon, l'adjoint, il est déjà en train de composer. Et il faut savoir que j'ai tout le texte, mais j'ai pas la prod. C'est encore les aléas de la musique et la beauté de la musique qui fait que ça tue. Et j'entends une prod, putain, et moi je suis fatigué, frérot. En vérité, j'avais fait un peu la fête. Et je suis fatigué, mais j'entends la prod. La prod, elle rentre dans ma tête, et je me lève, je dis, oh, ce qu'elle elle tue, elle est ensoleillée, la musique, elle me parle et tout, nanani, nanana. Je dis, putain, j'ai un texte et tout. Et je commence à rapper mon couplet, et il rentre parfaitement sur la prod de l'adjoint. Et après, on fait le refrain là-bas sur place, éclairé par la lune. J'ai affronté les silences et les tempêtes. C'est beau, hein? Clairement. Parce que dans le désert, ils sont dans le silence. Je pense que clairement, c'est un morceau qui devrait parler aussi à... Par contre, il est inclippable. C'est compliqué, parce que soit tu fais un gros truc qui illustre vraiment cette réalité-là, cette réalité tragique, ou soit mieux vaut peut-être laisser les gens... Ouais, mais ils l'ont fait, Big Flo et Oli. Ah bah tiens, ça tombe bien. Je trouve la transition parfaite. Merci Karim pour la passe. Vraiment merci. T'as vu cette fluidité ou pas? On passe à la dernière. T'as pas compris image. que c'est fait exprès, les gars? Ah là là. C'est moi, je vous mets à l'aise dans votre truc. Vraiment. Mais tu dit, tu bosses avec nous, t'as déjà la casquette, tout. J'ai dit, gros. En vrai, j'ai dit ou pas, Soso? La dernière image. Big Flo et Oli. Si je te mets cette image-là, si j'ai pris cette image-là, c'est parce qu'il y a une phase où tu dis, dans Pimpon, cette année, je les interprofonds comme le côté DZ de Big Flo et Oli. Ouais, je trouvais qu'elle était intéressante, cette phrase, parce que nous, on est des Z, et on a une certaine faculté à vraiment le crier sur tous les toits, en abuser. Et après, moi, j'ai appris que eux, leur daronne, elle est algérienne. Et eux, ils crient sur le toit qu'ils sont argentés, tu vois ce que je veux te dire? Et leur côté des Z, ils l'ont enterré, frérot. Ils l'ont enterré 6 pieds sous terre. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un peu mieux d'être argentin. Mais voilà, je trouvais la punchline intéressante. Après... Mais tu les connais déjà? Je les connais pas, mais Gizmo, il m'en a dit que du bien. Gizmo, il m'en a dit que du bien. Et pour que Gizmo, qui n'aime pas beaucoup de monde dans ce truc-là, c'est que ça doit être des braves gars. Après, il y en a un des deux que je trouve un peu, des fois, dans ses paroles, un peu trop hautain. Tu vois, un peu trop hautain, genre... je sais pas, tu vois, des fois, il y a un peu ce truc de s'attaquer à la caricature de la banlieue. Tu parles de qui? De Big Flo? Je sais pas c'est lequel. Je crois que c'est lui là, à droite, avec la casquette. C'est Big Flo et Oli. Voilà. Donc c'est Big Flo. Tu vois, s'attaquer aux gros trucs de la banlieue pour faire rire les petits cons, quoi. Après, ça reste un fond de commerce. Après, il rappe, hein. Pour savoir rapper, il rappe. Si je pourrais dire ça, ça serait que ça. Je le trouve hautain par rapport à l'autre. Et après, encore une fois,
Mais j'en suis sûr que tu Non, vas les non, connaître, mais tu vas les apprécier. Ouais, mais encore une fois. Parce que c'est trop facile de dire ça dans ma place. Ouais. Déjà, moi, au niveau où je suis, ça devient compliqué. Eux, ils sont là depuis qu'ils ont 17 ans, 18 ans, 19 ans, ils remplissent des stades. Est-ce que c'est pas compliqué de vivre comme ça tous les jours et est-ce qu'on n'a pas parfois une réalité faussée de la vie? Est-ce que des fois, par exemple, ça lui fait pas du mal d'être attaqué, donc il se revenge par la musique? Non, encore une fois, moi, jamais de ma vie, je les clasherai à eux. Le jour où je vais clasher quelqu'un ou que tout le monde a peur. Ouais. Parce que ça finalement, ça peut être interprété quand, entre guillemets, si tu l'expliques pas comme ça, quand un pic un peu gratuit. Là, j'ai l'impression que c'est plus du second degré que tu as voulu faire. Ouais, cette année, je les entête. Parce que, je t'ai dit, je trouvais ça drôle dans le sens où nous, les Algériens, on est censés montrer le drapeau de partout, nanani, nanana. Et que eux, jamais ils en ont parlé, tu vois. Et je trouvais ça drôle. Cette année, je les enterre. Et voilà, je les enterre profond, je parle pas d'eux. Non, je vais me prendre une menace de mort. Non, comme le côté des aides, tu le dis d'ailleurs. Voilà. Mais je suis sûr que vous allez si vous faites une petite rencontre, vous allez vous apprécier, je pense. Ah ouais? Ouais, je pense. Non, grosse dédicace à Big Flo et Oli. Tu crois qu'ils vont sortir des solos? C'est pas impossible, je pense. C'est pas impossible. La dernière fois, j'étais au live de Big Flo et Mehdi. Mehdi Maizi, ouais. C'était intéressant. Ouais. Il y a une vraie culture hip-hop. Ça, par contre, j'aime. Bah, Par contre, j'aime quand on respecte. Quand on respecte et qu'on connaît la culture parce que tu connais la mienne et tu sais par où je suis passé. Ouais, bien sûr, clairement. Ça, c'est une preuve de respect. Mais attaquer, jamais de ma vie, tu imagines? Ça veut dire moi, je serais le premier à dire Hagar, pas Hagar et je vais faire ça. Et finalement, tu le fais. Et même, ils ont de l'argent, hein. S'ils veulent, ils peuvent quelqu'un, ils me tuent. Ah, de toute façon, tout le monde n'est pas dans ça. Tu veux donner des go, laisser des quichetas, envoyer des gens, toi aussi. Non, je rigole. Laisse les T-Max Quechua. Oh, toi aussi, là, Zozo. Mais ils sont beaux, hein. J'ai envie de l'attraper par la joue, celui-là. Là. Il est là. Ok, c'était la dernière image. On a fini cette interview. T'as un dernier mot, Soso? Avant de fuir. Mistral le 5 juin dans les bacs, hein. J'espère que les gens vont apprécier cet album. L'année dernière on jouait la montée, cette année on joue le titre. Ok. Elle est bonne la phase. Tu l'as préparée la phase de conclusion? Celle-là je la prépare, celle-là. Ah, ok, d'accord.